Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous comme tous les soirs de 22h à minuit, avec une actualité incroyablement dense. Ce soir, sans doute, depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, une des actualités les plus fortes et les plus denses. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rester avec nous. Nous sommes ensemble pour 2 heures, sans réclame et sans interruption. Nous sommes en compagnie de Masha Meril qui nous a rejoint ce soir, comédienne et écrivaine d'origine russe et qui s'exprime beaucoup et avec vigueur, disais-je tout à l'heure, sur la question de la guerre. Donc nous avons décidé, une fois n'est pas coutume, de l'inviter avec nous. Didier François est toujours là. Bonsoir. Journaliste, reporter de guerre. Nous sommes également avec Gallagher Fenwick, grand reporter. Nous sommes en compagnie de l'éditorialiste d'LCI Renaud Pila et d'Alexandre Melnik, ex-diplomate soviétique, désormais professeur de géopolitique. Et nous avons la joie et l'avantage d'accueillir ce soir Bernard-Henri Lévy, écrivain et réalisateur du film Slava Ukraini. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci. Merci mon beaucoup. Plaisir. Donc c'est un film qui qui sort. Pas salué, je suis vraiment confus. Bonsoir à tous. Il n'y a pas de bonsoir, Magali. Votre film sort sur les écrans mercredi. C'est un manifeste qui rend hommage à tous les Ukrainiens. On va pouvoir y revenir, où on se rend compte de la réalité de la guerre à travers vos images qui sont à la fois extrêmement fortes et extrêmement humaines. C'est ça aussi, la guerre. Ça passe par des hommes et des femmes qui la vivent, que ce soit au front ou à l'arrière, qu'ils soient victimes ou soldats. On va y revenir, mais on avait envie de vous faire réagir sur l'actualité du jour, et c'est Joe Biden. Alors, Joe Biden est arrivé il y a quelques minutes en Pologne, mais avant cela, il s'est rendu en Ukraine. C'est une visite surprise. On l'a su à 11h ce matin. Joe Biden, donc à Kiev, aux côtés de Volodymyr Zelensky. Vous, qui êtes aussi un homme d'image, vous êtes un homme de mots, mais aussi un homme d'image. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, celles-ci, ces images-là? Image magnifique, d'abord, qui fait chaud au cœur de tous ceux qui croient que l'Amérique a un rôle dans le monde, doit en avoir un, qu'elle défend la liberté et la démocratie. Image très forte, sans précédent. Il y a peut-être un précédent en Europe, c'était le voyage surprise de François Mitterrand à Sarajevo en juin 1992. Même surprise jusqu'à la dernière minute, décollage de Lisbonne, direction Sarajevo. Voyage à haut risque, hein. Il y a des images que j'ai vues ce matin où on voit les 2 présidents sur le Maïdan avec le bruit des sirènes, Exactement. Des alertes aériennes. Ils sont imperturbables et impassibles. Exactement. Ça a de la gueule. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis où un président se déplace dans un pays en guerre où il n'a pas de soldats, où ce n'est pas lui qui mène la guerre. Effectivement, c'est une première. Il n'y a pas de troupes américaines, en tout cas officiellement. Voilà. L'image dont vous parliez, c'est celle-ci, effectivement, où on entend les sirènes anti-aériennes au moment où ils sont en train de se balader tous les deux comme si de rien n'était. C'est un bruit qui est assez impressionnant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens eux-mêmes, surtout d'ailleurs, ont appris à vivre avec ça. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent plus. Dans toutes les villes d'Ukraine, quand on entend ces bruits de sirènes, les gens continuent de vaquer à leurs occupations. Quand il fait beau, à jouer aux échecs sur les places, les jeunes en train de discuter. Voilà. Eh bien, Joe Biden s'est hissé à la hauteur des héros du quotidien de l'Ukraine en guerre dans cette image-là. Bernard-Henri Lévy, vous êtes ici parce que ce film Slavia Ukraini sort bientôt. Il sort mercredi après-demain. Slava Ukraini. Merci de me corriger. Slava Ukraini. C'est vrai que quand vous venez sur les plateaux, on a tous un peu, les journalistes, l'esprit taquin. Et on se dit par quel bout on va l'entreprendre. Ça serait bien le philosophe de service de l'aiguillonner un peu. Et je dois vous dire que nous avons tous été saisis par la pureté, la beauté et l'émotion qui se dégagent de votre film. Donc ce soir, nous n'aurons pas l'esprit taquin, mais alors pas du tout. On s'est même demandé comment vous avez fait, parce que tous les soirs, pendant 2 heures, là, tous ici, nous vivons avec la guerre et avec ces images. On n'est pas sur place, nous, on vit avec ces images que nous collectons, que nous analysons, que nous passons à nos services juridiques pour essayer de savoir si elles sont fake ou si elles sont vraies. Donc on est familier de tout cela. Et vous nous avez offert, je dirais, je ne dis pas un résumé de cette guerre, mais en tout cas des moments d'émotion intenses, je dirais même de poésie. Il y a de la poésie dans votre film, au milieu de ces carcasses d'acier, ces chars russes déchiquetés.
La première chose, avant de passer un petit extrait, et comment avez-vous fait? Vous êtes parti quelques jours, vous êtes parti, vous êtes revenu, vous aviez comme les reporters des fixeurs sur place qui vous promenaient. Et comment avez-vous fait pour réaliser ce film au milieu de l'enfer ukrainien? Bien sûr, j'avais des fixeurs, mais le secret de ce film, il y en a deux. Il y a deux secrets. Le premier, c'est que j'avais du temps. J'y ai passé du temps. Depuis le 24 février, beaucoup, et énormément depuis le 1er septembre. J'y ai passé énormément de temps. Chaque fois que je le pouvais, j'étais à Izium, j'étais à Bakhmout, je me dirigeais vers Kherson, je n'y parvenais pas, je revenais, j'y retournais. Donc ça, c'est la première chance que j'ai eue d'avoir ce temps. Et la deuxième chance, et qui est vraiment, je crois, le principe du film, c'est que j'avais la confiance des Ukrainiens. Voilà, pour des raisons diverses. Peut-être parce que j'ai connu Zelensky avant son élection. Il y a les images dans le film, hein, il y a quelques-unes de ces images dans le film. Peut-être parce qu'ils savent que je suis leur ami, parce qu'ils savaient que j'étais là pour dire honnêtement ce que je voyais et pour célébrer leur grandeur, leur héroïsme, leur noblesse, peu importe. Ils m'ont donné tous les accès que je souhaitais, qu'ils ne donnent pas toujours. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui a décidé qui a rendu ce film possible. On va voir 2 ou 3 petits extraits. Il y a ce passage que nous verrons dans un instant avec cette femme que vous rencontrez, qui est la mère de 2 filles de 20 ans et de 27 ans, dont elle ignore tout, elle ne sait pas où sont ses filles, elle les a perdues depuis longtemps. Mais d'abord, vous, littéralement médusé, terrassé, lorsque vous arrivez à Bakhmout. Regardez ce petit extrait. Pile, c'est Bakhmout-ville. Ces colonnes de fumée, là où tombent les roquettes russes. Les rues, puant le sang qui a tourné, et la charogne. Ce silence de pierre brûlée qui rappelle les derniers jours du siège de Sarajevo. Et ma sidération quand partout, dans ce quartier de l'académie pédagogique, je ne vois que la mystérieuse présence de la mort. Que pouviez-vous dire, Bernard-Henri Lévy, qui n'a déjà été dit sur cette guerre? Nous en parlons tous les jours. Les gens, les visages, les corps, ou au contraire l'absence de gens, ça. C'est-à-dire le désert, une ville absolument fantôme. Dans ce quartier de l'académie pédagogique, il restait 4 maisons encore un peu habitées par des très vieilles gens, terrés dans des caves et qui n'osaient pas sortir. Et que l'équipe de sauveteurs avec laquelle j'étais d'ailleurs n'ont pas réussi à évacuer parce qu'ils ne voulaient pas partir. Donc voilà, ce qu'il restait peut-être à montrer, et ce sur quoi je me suis attardé, c'est ça. C'est ça aussi, l'image que vous voyez là. Ça, c'est très important. C'est cette autre... Il y a les soldats de première ligne, les combattants, et puis il y a la deuxième ligne, c'est-à-dire les ouvriers, les mineurs, les gens qui fabriquent, qui sont aux commandes de l'industrie de guerre. Et ça, on ne les voyait pas beaucoup non plus. On est descendu avec mes camarades, avec Marc Roussel, les autres, on est descendu au fond là d'une mine de charbon, où il y a des hommes et des femmes qui mènent aussi à leur manière la bataille, qui se font bombarder. Cette mine-là, elle a été bombardée la veille, par exemple, par des obusiers russes.
Donc voilà, c'est tout ça que nous avons voulu montrer, cette autre phase de la guerre, cette vie quotidienne aussi sous la guerre. Nous sommes une bande et nous avons pratiquement tous vu le film. Donc si vous voulez, mesdames, messieurs, allez-y. Renaud, vous voulez rebondir? Image très forte au début du film, Maïdan 2014. Vous êtes là, vous vous adressez à la foule et vous dites personne n'a voulu voir, quelque part en Europe. Est-ce qu'à l'époque, vous alertez les uns les autres, les autorités françaises, les autorités européennes? Comment vous expliquez qu'à ce moment-là, vous parlez dans le vide et que toutes les autorités européennes ne voient pas ce qui est en train d'arriver? Parce que les gens croient que... Parce que les autorités européennes pensent que l'histoire est finie, pensent que le temps de la paix perpétuelle est arrivé, pensent qu'il n'y aura plus de guerre, pensent que l'histoire est gelée. C'est vrai, ces images dont vous parlez, c'est sur le Maïdan. C'est dingue, déjà la peur de Poutine. Voilà. Les animateurs de la tribune m'invitent à prendre la parole et je leur dis ça. Je leur dis, vous êtes debout alors que nous nous couchons, vous n'avez pas peur de Poutine alors que nous, Européens, avons peur de Poutine. Il y a là quelque chose qui ne tourne pas rond. Je leur dis ça. Et puis je le dis à Paris, et on ne m'entend qu'à moitié. Le président Hollande, pour être tout à fait honnête, entend. Il entend. Et il reçoit d'ailleurs, je ramène avec moi ce jour-là, les principaux candidats à la présidentielle de l'époque qu'Hollande reçoit. Enfin, il est un des rares. L'Europe, pendant toutes ces années-là, pendant ces 9 années, ne veut pas entendre que quelque chose de terrible est en train de se préparer. Que le destin de l'Europe est en train de se jouer, et de se jouer pour le pire. Elle n'entend pas. Il y a un passage assez... c'est pas le plus triste du film, au contraire, il est même un peu souriant, où vous apportez un peu de culture française, de présence française à des soldats qui acceptent de rebaptiser leur unité, des soldats ukrainiens, Charles de Gaulle. Regardez cet extrait qui est assez sympathique, parce que je le redis, dans votre film, il y a de l'émotion, il y a parfois des sourires, ils sont plutôt rares. Il y a des faits de guerre et c'est une espèce d'épopée que nous raconte Bernard-Henri Lévy, qui a passé de longues semaines sur place en Ukraine. Regardez cet échange. Dans cette salle des cartes, au milieu de ces officiers studieux, nous avons rendez-vous avec notre propre histoire, le bataillon A73-63 a décidé, après notre visite, de se baptiser bataillon Charles de Gaulle et attendait notre retour pour en faire l'annonce officielle. À partir d'aujourd'hui, un peu de France est ici. La France doit se montrer digne de l'honneur que vous lui faites. C'est vous qui nous faites honneur en reprenant le nom de Charles de Gaulle. Émotion. Rencontre de deux résistances. Vive la France! Vive la France! Moment magnifique que vous allez commenter, mais je voulais... Dites-moi un mot sur ce paradoxe que vous cultivez depuis longtemps sur les théâtres d'opération, les lieux de guerre, où cette espèce de philosophe dandy, élégant que vous êtes, promène sa silhouette au milieu des gravats et de la mort, provoquant parfois les interrogations. Tiens, pourquoi est-il comme ça? C'est quoi, c'est un rapport? À quoi vous amenez quoi? La dignité? Un regard extérieur qui n'est pas celui d'un militaire ou d'un soldat? Pourquoi vous cultivez ce paradoxe? On a dû vous en parler des milliers de fois. Des milliers de fois. Donc, tout ça à la fois. Ouais. Mais d'abord, le respect des gens. C'est-à-dire qu'en effet, mon idée, c'est que je dois être le même à tous égards quand je suis en compagnie de ces commandants et quand je suis en votre compagnie, en compagnie de Macha Merrill, d'Éric Brunet, de tous vos camarades, je suis le même. Voilà, je suis habillé de la même manière et j'essaie d'être le même. Ce qui est beau dans cette histoire, moi, ce qui m'émeut dans la scène qu'on vient de voir, justement, c'est qu'ils n'ont pas accepté de se baptiser bataillon Charles de Gaulle. Ils l'ont décidé. C'est ça qui est magnifique. L'histoire, en gros, est la suivante. Avec mes camarades, on est avec eux déjà
à l'époque sur une ligne de front qui s'appelle Pedro Pavlinka, en mai dernier, au début de la guerre. Et puis on passe plusieurs jours et plusieurs nuits. Et pour tuer le temps, nous leur racontons, mon ami Gilles Herzog et moi-même, un peu de notre histoire à nous, l'histoire de France, la résistance, le gaullisme, etc. Et quelques mois plus tard, je reçois le commandant qui est là, Gennady, sait que nous sommes en Ukraine et il nous demande de revenir. Il nous fait passer un message, revenez, j'ai une surprise pour vous. Et c'est lui qui a la surprise. Tout ça a percolé dans sa tête, a travaillé, et puis ils ont préparé ce drapeau que vous venez de voir, ce drapeau aux couleurs de l'Ukraine, frappé d'une croix de Lorraine. Ils ont fabriqué ces drapeaux français. Ils ont demandé à l'état-major l'autorisation de se rebaptiser. Et ils se sont baptisés Bataillon Charles de Gaulle. Mais ce n'est pas moi qui le leur ai suggéré. C'est vraiment une décision fraternelle. Je voudrais dire une petite de chose leur part. là-dessus. Macha Merrill. Sur l'élégance, est-ce que vous ne trouvez pas que Biden a une allure formidable, il ressemble à un grand acteur américain, et ça joue son rôle. Et moi, je pense que Bernard-Henri amène ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas être élégant? Est-ce que l'élégance n'est pas aussi un message? Je crois qu'il faut être soi-même. Ben oui, mais vous êtes comme ça, donc vous restez comme ça. Mais moi, je pense que le spectacle, il fait partie aussi du message que l'on porte. Vous aviez une cause magnifique, donc votre film certainement est imprégné de la cause, qui était belle. Et votre présence, je trouve que ça joue son rôle aussi. Il faut incarner la France avec l'élégance, la beauté et surtout une certaine distinction. Autre extrait, je veux dire, il y a beaucoup de rencontres dans votre film. Autre extrait qui nous a émus, mais il y en a plein comme ça. Vous rencontrez un homme qui a été torturé, par exemple, avec lequel vous échangez. C'est pas facile d'échanger avec un militaire qui a été torturé par les Russes. Et là, c'est une dame, une mère, qui est un peu perdue, que vous rencontrez. Où était-ce d'ailleurs? Dans quelle ville, vous vous souvenez? C'est à Kupiansk. À Kupiansk. Regarde. City liberated? Вы счастливы, что освободили этот город? Мы счастливы, только нашего дома мы еще не освободили, мы беженцы. You have children? Да, двое. 2 kids. They are in Petropavlinka or here? Они здесь? Нет, мы даже не знаем, где они. She even don't know where they're. You don't know? Вы потеряли? Ну, начали все убегать, и мы не знаем. How old are they? Сколько им лет? Одной 27, второй 20. Дочки. 27 and 20. The daughters. But you know that they are alive? Вы знаете, живы ли они? Не знаю. Don't know. Ладно, все, пошла. Я уверен, что они живы, они говорят, что он говорит. Voilà, merci d'être passé nous voir, Bernard-Henri Lévy. Ce film, on le voit donc à partir du 22, c'est mercredi. Après-demain, mercredi. À Paris, on peut le voir, par exemple, au cinéma L'Arlequin. Oui. On peut le voir au MK2 Bibliothèque et dans d'autres cinémas. Voilà. Et les gens qui sont à Bordeaux, à Nantes ou à Marseille? Le verront aussi. Non, mais je parle de Paris parce que j'ai eu les deux salles. Mais vous savez, cette scène-là, un mot simplement. J'ai passé mon temps pendant tous ces mois à rencontrer des femmes et des hommes qui ont perdu leurs enfants. Ça a l'air comme ça bizarre, mais c'est ainsi. J'ai passé mon temps à rencontrer des pères ou des mères qui ne savent pas si leurs enfants sont vivants ou morts, s'ils sont encore dans le pays ou pas. Parfois, c'est des petits-enfants qui ont été déportés, qui sont passés par des camps de filtration, et parfois, c'est des enfants adultes qui sont probablement morts. Il y a une autre scène dans un endroit qui s'appelle le bataillon, le Carpathian Siege Bataillon à Corovillard, où il y a un Français qui, totalement défait, nous dit
il pense que son fils est mort. Voilà, il ne sait pas comment. Et j'ai passé mon temps à rencontrer ces hommes et ces femmes-là. Et la guerre, c'est ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et la guerre, c'est ça, c'est la guerre d'Ukraine, c'est ça. Et c'est ce que vous donnez à voir dans votre film qui sort donc mercredi en France et qui sera projeté également à Kiev à partir de la semaine prochaine. Il sera diffusé, je vais le présenter au personnage du film à Kiev, là, dans quelques jours. Dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Bernard-Henri Lévy. Merci d'être passé nous voir. Belle soirée à vous. Allez, on va passer à l'actualité du jour.